Depuis tout petit, j'ai été pénalisé par des troubles du neurodéveloppement moi-même. On n'en parlait pas à l'époque. C'est vrai que quand on parle de dyslexie, on pourrait peut-être plutôt parler d'un trouble plus général ou des dyslexies, parce que finalement, il n'y a pas un profil unique. L'effet domino, c'est le domino neurologique, puisqu'on a vu que c'était neurologique, un trouble du neurodéveloppement, qui fait tomber le domino réussite scolaire, qui fait tomber le domino ambiance familiale, qui fait tomber le domino estime de soi. Ils sont là, mais on ne les voit pas toujours. Les troubles du neurodéveloppement, les TND, font partie de ces réalités invisibles. Ils touchent l'apprentissage, le quotidien, l'enseignement, bref, toute la vie à l'université. Pour mieux comprendre ces troubles, l'université Claude Bernard Lyon 1 donne la parole aux personnes étudiantes, enseignantes et expertes, ceux qui sont au cœur du sujet. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université. Pour ouvrir cette série de podcasts, nous accueillons le professeur Olivier Revol, pédopsychiatre depuis 40 ans, et Myriam Cartier, orthophoniste clinicienne et enseignante à l'université Lyon 1. Ils nous donnent les clés pour mieux appréhender ces troubles. Quelles sont leurs spécificités ? Comment évoluent-ils ? Sont-ils considérés comme des maladies ou des handicaps ? Ce premier épisode mettra également un coup de projecteur sur la dyslexie, son actualité, ses enjeux et ses statistiques en Europe. Merci de votre invitation. Je suis le docteur Olivier Revol. Je suis pédopsychiatre. Je suis pédopsychiatre depuis 40 ans et j'ai dirigé pendant plus de 20 ans un service qui est dédié aux troubles des apprentissages, troubles du neurodéveloppement. J'ai rapporté cette mission de Montréal où j'ai fait un Master 2 en 95 sur la neuropsychologie de l'enfant, comment fonctionne le cerveau de l'enfant. Et j'ai d'autres casquettes. Je suis également parrain de plusieurs associations qui s'occupent de troubles du neurodéveloppement, l'association EMA, H3P, etc. Donc je baigne dans ces troubles du neurodéveloppement de l'enfance à la vie adulte. Alors pourquoi j'ai choisi ça ? C'est une question que je me suis pas longtemps posée en fait, parce que je voulais être médecin, mais depuis tout petit, j'ai été pénalisé par des troubles du neurodéveloppement moi-même. On n'en parlait pas à l'époque. J'ai une dyspraxie et un trouble d'attention qui fait que pendant toute la scolarité primaire et puis le collège, et le lycée, bien sûr, on m'a reproché d'être agité, de mal écrire, d'être illisible, de faire des tâches. Puis à l'époque, il y a très longtemps, je vous parle de ça, on trempait la plume dans l'encrier, et l'encrier était à droite, et je suis gaucher, donc la plume revenait, faisait des tâches, et puis on passait avec la main gauche sur les tâches. Bref, je me suis tellement vu reprocher quelque chose qui me paraissait être de l'ordre du handicap, que je me suis sans doute dit inconsciemment, il y a peut-être quelque chose à faire. Je suis Myriam Cartier, je suis orthophoniste clinicienne, ça veut dire que je travaille dans un cabinet libéral et je suis aussi enseignante à l'université pour les 4e années d'orthophonie sur le langage écrit. Voilà, c'est mon domaine de prédilection. Alors, qu'est-ce qu'un TND, un trouble du neurodéveloppement ? La première chose à faire, c'est de définir ce que c'est que le neurodéveloppement. En fait, le neurodéveloppement, c'est l'ensemble des réseaux de neurones qui sont impliqués dans la vision, l'audition, l'olfaction, mais ensuite la marche, la capacité à parler et à interagir avec l'environnement. Ce qui veut dire que s'il y a un de ces réseaux qui marche moins bien, l'enfant va avoir un trouble et il va être gêné, soit pour acquérir la marche, soit pour faire du vélo sans roulette, soit pour apprendre à écrire, bien sûr, à lire, à parler ou à comprendre les émotions d'autrui et les affects de l'entourage. Donc, chaque trouble du neurodéveloppement va pouvoir, ou malheureusement, être un obstacle dans le développement de l'enfant. Alors, quand on parle de troubles du neurodéveloppement, on liste un certain nombre de difficultés qui vont pénaliser l'enfant dans ses acquisitions, dans ses apprentissages. Ça va du trouble du développement intellectuel, TDI, qui est le terme consacré pour la déficience globale au niveau intellectuel. Ensuite, il y a tous les troubles 10, qu'on appelle plus 10, d'ailleurs on y reviendra, qu'on appelle troubles spécifiques du langage oral, la dysphasie, troubles spécifiques du langage écrit, la dyslexie d'orthographie, troubles de la coordination motrice, la dyspraxie, c'est-à-dire la maladresse, mais on a aussi la dysgraphie, la difficulté à écrire, et on englobe dans les troubles de neurodéveloppement les troubles d'attention et de concentration, qu'on appelle le TDAH, mais aussi les troubles du spectre autistique. C'est donc un spectre global, très large, de tout ce qui peut pénaliser un enfant, un adolescent, un adulte, dans les apprentissages ou dans la communication avec autrui. Alors, chaque trouble a bien sûr ses particularités. En tout cas, ils ont un point commun.
Et quand un enfant vient dans mon service et qu'on fait le diagnostic, la première chose qu'on dit aux parents, oui, il a un trouble 10, oui, c'est quelque chose qui va durer. Et ils ont tous en commun la même chose, c'est que c'est un enfant intelligent. Et c'est un enfant intelligent, mais qui a du mal à le prouver, parce qu'il va être gêné pour parler, pour communiquer, pour écrire. À l'école, on est évalué sur le langage écrit, c'est-à-dire l'orthographe, l'écriture, sur les maths. J'ai oublié de vous parler de la dyscalculie, qui en fait partie aussi, on appelle trouble d'acquisition mathématique. Donc, chaque trouble a ses particularités. Si on veut aller très vite, on va dire que la dysphasie, le trouble du langage oral, qu'on repère dès la maternelle, c'est un enfant qui, à 3 ans, ne fait pas de phrase. Quand il commence à parler, il dit le crin au lieu du train. Et puis, toute sa vie, il aura des difficultés à s'exprimer à l'oral, alors que son intelligence marche bien. La dyslexie, trouble spécifique du langage écrit, c'est un enfant qui a du mal à rentrer dans la lecture et dans l'orthographe. Le be et a ba, qui est une évidence pour ceux qui ne sont pas dyslexiques, lui, il lui faudra beaucoup de temps pour comprendre que be et a, ça ne fait pas da, ça ne fait pas pa, parce que visuellement, il a du mal à décrypter ce qu'on appelle les graphèmes, comment ça s'écrit. En fait, les troubles 10, c'est dyslexique, dysorthographique, c'est la transmission de graphèmes, comment ça s'écrit, en phonèmes, comment ça se prononce, ou alors l'inverse, quand la maîtresse dicte, avec les phonèmes, comment ça s'écrit. Ça, c'est dyslexie, dysorthographie. Trouble des acquisitions mathématiques, dyscalculie, une grande difficulté à comprendre comment s'organisent les nombres. Et c'est très compliqué, bien entendu, pour les maths, mais aussi pour les sciences en général. Le trouble d'attention, avec trouble déficit d'attention avec hyperactivité, là, c'est plutôt le cortex frontal, hein, alors que pour les troubles 10, c'était plutôt l'hémisphère gauche. Le trouble d'attention, c'est un enfant qui a beaucoup de mal à filtrer les distracteurs dans une classe, qui a beaucoup de mal à planifier une action, cortex frontal, c'est les troubles 10 exécutifs. C'est pour ça qu'on peut les mettre dans les troubles 10 aussi, qui a beaucoup de mal à résister à son impulsion. Il voit la maîtresse dit quelque chose, et il a la réponse, il va le dire tout de suite, et il oublie de lever la main, et il va se faire punir, et après il s'excuse, mais il ne l'a pas fait exprès. Il doit répondre à une question par écrit, et il n'a pas vu qu'il y avait une autre question de l'autre côté. Donc, il est en permanence pénalisé, hein, et ceux-là, c'est peut-être ceux qui sont le plus gênés à l'école, parce qu'ils sont gênés à l'école, mais aussi pour les devoirs le soir, et puis dans la vie de tous les jours. Ils perdent leurs affaires, il leur manque toujours le cahier du jour, ils notent pas sur les agendas, donc trouble déficit d'attention. Ensuite, vous avez les troubles de la coordination motrice, qu'on appelait dyspraxie, c'est ce que j'ai, donc je peux vous en parler librement. C'est la difficulté avec le geste graphique à apprendre des choses qui ne sont pas spontanées. On peut arriver à apprendre à marcher tout seul, mais après pour découper, pour écrire, pour s'habiller, pour boutonner, tout ça, c'est très compliqué. Et c'est compliqué à l'école, en mathématiques, en physique et dans d'autres matières, mais c'est aussi compliqué dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il rentre chez lui le soir, il a déjà toutes les épreuves qu'il a fait, c'est comme s'il avait fait plusieurs épreuves de Fort Boyard, mais en plus il rentre le soir et il va falloir qu'il fasse attention à pas casser quelque chose. Quand il déjeune ou quand il dîne, eh bien, il va se tâcher. Bref, c'est compliqué aussi. Et malheureusement, contrairement au petit dyslexique qui est souvent très doué en sport, lui, dans l'équipe de foot, eh bien, il est plutôt sur le banc parce qu'il est moins bien coordonné que les autres avec ses pieds, par exemple. Et puis, il y a le trouble du spectre autistique. Trouble du spectre autistique qui est très large maintenant parce que quand j'étais en médecine, et dans cette fac d'ailleurs, on nous avait appris que c'était 1 sur 40 000 les naissances, les enfants autistes. Maintenant, c'est 1 sur 80 parce qu'on a élargi le spectre. Et le trouble du spectre autistique, on en connaît tous sans le savoir, c'est des gens qui ont beaucoup de mal à comprendre les émotions d'autrui, à comprendre les attentes d'autrui. Donc, ils sont en grande difficulté pour se saisir des codes sociaux. Et ils sont souvent mis en difficulté sur le plan relationnel parce que ils n'ont pas accès au deuxième degré, ils n'ont pas accès à la métaphore, ils n'ont pas accès à l'ironie. Vous voyez que tout ça, et souvent malheureusement, ces enfants peuvent être multidys, c'est-à-dire être dyslexiques et avec un trouble du spectre autistique. Très souvent, le TDAH, le trouble d'attention, est cumulé avec une dyspraxie ou une dyslexie. Et bien entendu, quand vous avez plusieurs troubles du neurodéveloppement, eh bien, ça s'entrechoque. Et vous épuisez votre capital attentionnel. C'est vrai que quand on parle de dyslexie, on pourrait peut-être plutôt parler d'un trouble plus général ou des dyslexies, parce que finalement, il n'y a pas un profil unique. Il y a plein de variations.
en termes de sévérité, de répercussions dans la vie quotidienne. Il y a des enfants qui ont beaucoup de répercussions, d'autres qui en ont moins. Il y a des enfants qui vont avoir un trouble qui va plus se porter sur la lecture, d'autres peut-être plus sur l'orthographe. Il y a beaucoup de variations dans comment ce trouble va se répercuter dans la vie quotidienne. Il y a aussi l'environnement dans lequel l'enfant va évoluer. Est-ce que son trouble va être pris en compte rapidement ou pas? Est-ce qu'il va avoir des aménagements pédagogiques qui vont lui permettre de mieux réussir malgré son trouble? Est-ce qu'il va être aidé avec des techniques particulières, du soutien à l'école, du soutien dans la famille? Est-ce qu'il va y avoir un suivi orthophonique qui va aussi le soutenir? C'est vrai que c'est difficile de dire la dyslexie. On pourrait plutôt parler d'enfants atteints ou souffrant de dyslexie. Et après, voilà, ça laisse ouvert la porte à beaucoup de variations. Alors, la question des liens entre troubles du neurodéveloppement et troubles de l'humeur, au sens large, anxiété et dépression, est très importante. La question qui se pose pour nous, les spécialistes, c'est de savoir qui était là en premier. Est-ce que c'est un enfant qui a des années de troubles du neurodéveloppement, qui s'est fait gronder à l'école, à la maternelle, viré du club de sport parce que, je pense à un petit garçon qui avait un TDAH, il était Gaule, il était très bon Gaule, mais dès qu'il avait soif, il allait boire à la buvette, parce que dans sa tête de TDAH, il ne réfléchissait pas au fait que la cage vide, c'était pas bon pour son équipe. Bref, est-ce qu'un enfant qui a cumulé plusieurs années de TDAH, est-ce que c'est pas ça qui est responsable de la baisse de l'estime de lui? Mais vous avez le droit d'avoir un TDAH et aussi une dépression ou une anxiété, ce qu'on appelle la comorbidité, c'est la coexistence des deux choses. Vous avez le droit, à l'inverse, de ne pas avoir de troubles du neurodéveloppement, pas de troubles d'attention, pas de dyslexie, mais une dépression pour d'autres raisons qui, secondairement, va impacter votre réussite scolaire. Pourquoi? Parce que j'aime bien utiliser cette métaphore avec les enfants et les adolescents. Tu ne peux pas apprendre. Ton espace psychique n'est pas disponible. Ton cerveau est préoccupé. Ton cerveau est déjà occupé par autre chose. Alors ils me disent, mais alors doc, comment je fais? Tu fais comme avec ta PS4. Quand à un moment donné, tu ne peux pas sauvegarder quelque chose sur Fortnite et on te dit, dégage de la mémoire vive. Il n'y a plus assez de mémoire pour sauvegarder. Tu ne peux pas apprendre comme ça. Alors comment je fais pour dégager? Tu vas voir un thérapeute, un psychologue, un psychothérapeute, et tu vas parler, tu vas vider, tu vas évacuer, et d'un seul coup, tu vas récupérer de l'espace psychique disponible pour apprendre. Pourquoi on en parle plus? Ou est-ce qu'on en parle plus parce qu'il y en a plus? Ou est-ce qu'on en parle plus parce qu'on les connaît mieux? La réponse, elle est simple. Il y a toujours eu le même pourcentage. Et vous voyez que si on additionne tous ces troubles du neurodéveloppement, on arrive à 15-20% d'une classe. Sauf qu'avant, on ne savait pas. Quand j'étais petit et que je trempais ma plume dans l'encrier, on ne connaissait pas ce problème-là. Le TDAH n'était pas connu non plus. On était des enfants mal élevés ou des enfants qui n'étaient pas attentionnés. Parce qu'il y a un glissement sémantique entre trouble déficit d'attention, l'attention qui est neurologique, neuropsychologique, et puis prêter attention à l'autre. Donc on n'en parlait pas et Dieu merci, la bascule, ça a été 2005, la loi sur le handicap, qui oblige l'école à accueillir tous les enfants, quel que soit leur handicap, même s'ils ont un handicap invisible. Alors on a commencé à apprendre. Sauf que dans les années 90, quand j'étais déjà pédopsychiatre depuis un certain temps, on n'avait pas cette culture-là en France. On pensait qu'un enfant qui n'apprenait pas à l'école ou qui était en échec, c'est qu'il ne voulait pas grandir, ou ne voulait pas quitter ses parents, ou il le faisait exprès. Donc c'est pour ça que je suis parti faire un Master 2 à Montréal, Sainte-Justine, l'hôpital Sainte-Justine, et à la faculté de Montréal, où là, je suis tombé sur un pays de cocagne, où on m'a expliqué plein de choses qu'on ne m'avait jamais appris dans mes études, ni de pédiatrie, ni de pédopsychiatrie. Et donc, quand je suis rentré, j'ai commencé à diffuser ça. Alors, je n'étais pas le seul, on en parlait, plusieurs professionnels en parlaient, mais on a monté un diplôme universitaire avec Pierre Fourneret sur les troubles d'apprentissage, neuropsychopathologie des troubles d'apprentissage, parce qu'il y a aussi des enfants qui n'apprennent pas uniquement parce qu'ils sont mal équipés intellectuellement, mais aussi parce qu'ils ont des troubles psychologiques, ça existe. Donc, notre mission, nous, des spécialistes, et en particulier les pédopsychiatres, face à un enfant de 3 ans qui ne rentre pas dans le langage oral, un enfant de 8 ans qui n'arrive pas à lire, ou un enfant, quel que soit son âge, qui n'a pas envie de travailler, c'est de se dire finalement, est-ce que c'est un trouble instrumental? Est-ce qu'il a tous les outils pour apprendre? Et là, on est du côté du neurodéveloppement. Est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il entend?
C'est pour ça que c'est le médecin de famille qui doit être le premier concerné. Ce n'est pas la maîtresse qui envoie l'orthophoniste, comme on voit encore les choses. C'est d'abord le médecin traitant qui doit vérifier, examiner l'enfant, voir s'il voit, s'il entend, qui va motiver, demander quelques bilans, un bilan psychologique, un bilan psychomoteur, un bilan ergothérapique, un bilan orthophonique. Et ensuite, quand on nous dit « non, tous les bilans sont normaux », alors là, on pourra se dire « ce n'est pas un trouble du neurodéveloppement, il a tout l'équipement nécessaire pour apprendre. » Donc on ouvre un deuxième tiroir qui est de se dire « est-ce que, bien qu'il ait tous les éléments pour apprendre, il n'est pas entravé dans ses capacités d'apprentissage? Est-ce que finalement, son espace psychique est disponible pour apprendre, ou est-ce qu'il est envahi par de l'anxiété, de la dépression ou autre chose, ou un trouble plus sévère de la personnalité ?» C'est Daniel Pénac, dans Chagrin d'école, qui dit ça, qui dit « on ne peut rien tirer d'un enfant qui a peur, et encore moins d'un enfant qui a du chagrin, même s'il n'a pas de trouble du neurodéveloppement. » Donc l'idée, c'est de bien repérer les troubles du neurodéveloppement, les repérer à temps, pour éviter qu'il y ait ce fameux effet domino. L'effet domino, c'est le domino neurologique, puisqu'on a vu que c'était neurologique, un trouble du neurodéveloppement, qui fait tomber le domino réussite scolaire, qui fait tomber le domino ambiance familiale, qui fait tomber le domino estime de soi. Et c'est ballot parce que si le premier domino n'était pas tombé, il n'aurait pas fait tomber les autres. Donc, première chose à faire, repérer le plus vite possible ces troubles du neurodéveloppement pour éviter un impact académique, bien sûr, mais un impact aussi psychologique sur l'estime de soi. Et ensuite, si ce n'est pas un trouble du neurodéveloppement, eh bien, passer au deuxième tiroir et dire pourquoi il est entravé, est-ce qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'apprendre et qu'est-ce qu'il va falloir faire pour l'aider. Si on s'en tient à la dyslexie, en France, on a une fourchette entre 5 et 8%. Et après, dans les différents pays d'Europe, il n'y a pas tant de variations que ça. Et même au niveau mondial, on arrive à un petit peu supérieur. C'est plutôt aux alentours de 10%. Mais en même temps, ça dépend des critères qu'on utilise pour poser le diagnostic. Parce que là, on a des critères qui sont formels, avec des barrières qui sont complètement arbitraires, à partir desquelles on va dire, oui, l'enfant est dans le trouble, ou non, l'enfant n'est pas dans le trouble, il est juste peut-être dans une difficulté. Donc, les chiffres sont pas anodins, mais pas complètement exact non plus, mais c'est déjà une part importante de la population. Et on retrouve la même chose, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes, puisque la dyslexie perdure à l'âge adulte. Le lien entre handicap et maladie. D'abord, le mot handicap pose problème à certains enfants, certains parents, certains jeunes adultes aussi. Alors j'aime bien leur rappeler l'étymologie de handicap. On en utilise encore en équitation ou en golf. On a handicap, je ne sais pas combien. Quand un cavalier était trop bon, on lui disait « t'as un trop bon cheval ou t'es un trop bon cavalier. Par souci d'égalité, tu vas faire toute la course en tenant les rênes de ta main droite et avec ta main gauche, tu vas tenir ta casquette. » Handicap. C'est-à-dire que derrière le mot handicap se cache sans doute quelque chose de positif. J'ai un ami qui est neurologue à Marseille, Michel Habib, qui a écrit un livre l'année dernière qui s'appelle « Le génie des 10 ». Et qui dit que derrière chaque 10, il y a quelque chose de positif. Et j'en suis persuadé. L'enfant qui est dysphasique, qui a du mal avec le langage oral, il va développer des compétences motrices de coordination. L'enfant qui est dyspraxique, il va être obligé de développer des compétences orales, qui seront peut-être meilleures que les autres. Donc, déjà, la première chose à dire, derrière le mot handicap, il n'y a pas que du négatif. D'ailleurs, c'est ce que je transmets aux enseignants. Arrêtez de me parler d'une classe où j'ai 3 dyslexiques, 4 dyscalculiques. Non, vous avez 4 enfants porteur de dyslexie. Et j'aimerais bien que vous puissiez vous adresser au petit garçon ou à la petite fille qui est derrière. Le petit garçon, la petite fille saine ou sain qui est porteur du handicap. D'ailleurs, on ne dit même plus porteur de handicap. On dit qu'il vit avec son handicap. C'est ça la différence. Lui, il n'est pas malade. En revanche, il a une fonction qui ne marche pas bien. Françoise Dolto, au siècle dernier, elle parlait du handicap moteur. Écoutez bien, j'adore cette phrase. Elle disait « La contrainte, c'est le handicap. Le piano est abîmé, mais le pianiste est intact. » Le pianiste, il n'est pas malade, mais il y a quelques notes qui ne vont pas bien. Il faut réaccorder le piano. Donc c'est ça la différence. En revanche, un handicap, quand la MDPH, la maison de la personne handicapée, fait le diagnostic, accepte le diagnostic, on l'a pour la vie. C'est une question qui est très importante. Autant le retard de lecture ou le retard de langage, on va le rattraper comme un retard de taille. Autant lorsqu'on est diagnostiqué 10, on l'a pour la vie. Sauf qu'on a la vie entière pour trouver des stratégies pour dépasser ce problème-là. L'importance du diagnostic de ces troubles du neurodéveloppement saute aux yeux à tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'a pas fait ce diagnostic très tôt, l'enfant va ressentir une différence. Et tant qu'on ne lui a pas
expliquer pourquoi il était différent, il va pouvoir imaginer que ça vient de lui. Les parents vont pouvoir imaginer que ça vient de leur éducation. À partir du moment où on fait ce diagnostic, eh bien, et où on le dit, et je passe mon temps à dire à mes jeunes patients, surtout aux jeunes adultes qui ont du mal, mais dis-le, fais ton, entre guillemets, ton coming out de dyspraxique ou de dyslexique, parce que à partir de ce moment-là, tu n'auras plus de honte quand tu inverses de syllabes, quand tu ne trouves pas le bon mot. Moi, je le fais systématiquement. Ma dyspraxie est sévère. Quand je commence une conférence, je dis à toute l'assemblée, vous inquiétez pas, si je fais tomber ma bouteille sur mon ordinateur et que tout explose, c'est normal. Ça veut dire que dès que je vais faire tomber un truc, tout le monde va éclater de rire. Je vais dire, vous voyez, je vous l'avais dit. Il faut arrêter de lutter comme si on ne l'avait pas, ce problème-là. À partir du moment où on le met en avant et on en rigole et on prend de la distance par rapport à ça, ça ne devient plus quelque chose qui nous entrave. Alors oui, on est 10 toute sa vie. C'est un trouble neurodéveloppemental, donc c'est le développement du cerveau qui est atypique, qui est particulier. Et ça, on ne peut pas le changer. Ça reste toute la vie. Après, au cours de la vie, ça va impacter de façon différente les personnes. C'est sûr qu'au moment de l'apprentissage, où tous les apprentissages sont basés sur le langage écrit, sur la lecture, sur l'orthographe, c'est très très impactant d'être dyslexique. Plus tard, selon le métier qu'on va choisir, ça va être plus ou moins gênant. On ne sait pas trop non plus comment les dyslexiques choisissent leur orientation professionnelle. Est-ce que l'impact de leur dyslexie va jusqu'à chercher une orientation qui va être plus en adéquation avec leurs compétences, ce qui paraît quand même relativement logique. Donc oui, on est dyslexique tout au long de la vie, mais avec une variation dans les symptômes et les répercussions fonctionnelles. Le petit enfant dyslexique, les parents, les professionnels, les éducateurs sportifs disent « quelle chance d'avoir quelqu'un comme ça, qui ne va pas baisser les bras ». Il lui a fallu 2 ou 3 ans de plus que les autres pour comprendre que B et A, ça fait bas. Donc, il ne va jamais baisser les bras devant le moindre problème. J'ai vu en Amérique du Nord, je vous promets que c'est vrai, des annonces « urgent recherche architecte dyslexique ». Parce que l'employeur sait que l'architecte sait qu'il va rendre les plans au bon moment, qu'il ne va pas lâcher l'affaire en plein milieu, parce qu'il a le sens de l'effort, parce qu'il a le sens de la méthode, parce qu'ils ont de la créativité que les autres n'ont pas. Donc l'idée, c'est ça, de rechercher derrière chaque handicap, qu'est-ce qui peut être positif, mais ça serait faux d'annoncer à des parents ou à un enfant, un adolescent, oui, tu vas guérir de ça. Non, tu ne vas pas guérir, mais on va t'aider à trouver des aménagements. Et en attendant que tu trouves toi-même ces stratégies, il faut absolument que l'école s'adapte à toi. L'école d'abord, l'école maternelle, le primaire, le secondaire, le lycée et la faculté. Le professeur Olivier Revol et Myriam Cartier nous rappellent que les troubles du neurodéveloppement sont bien réels, durables et souvent invisibles. Repérer ces troubles tôt permet de limiter un effet domino sur la réussite scolaire, l'estime de soi et la santé mentale. Mais ces difficultés n'empêchent pas de réussir. Avec de la compréhension, des aménagements et des stratégies adaptées, chacun peut avancer. Être étudiante ou étudiant porteur de TND, c'est aussi développer une force de résilience, une créativité et une détermination précieuses pour la suite du parcours. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université. Dans le prochain épisode, retrouvez le professeur Olivier Revol et Myriam Cartier pour aborder l'impact des TND sur la vie étudiante.